For the land of the free and the home of It's always fun to look around and see fans singing our Stars Spangled Banner. Getting in the spirit. Should be a good one. Salut à tous, on n'allait quand même pas en rester là. Après ce MyGM un petit peu décevant, vous doutez bien que j'allais vous proposer une suite. Et cette suite, ça va être, c'est le choix du cœur. C'est aussi le choix, j'ai fait un petit sondage dans ma vidéo de l'épisode 2 de MyGM. Les Knicks ont été plébiscités, donc j'ai bien compris. C'est parti, on va s'intéresser donc aux New York Knicks en version 2019-2020, une équipe qui ne manque pas de meneurs, mais qui au final regorge de gens qui peut-être manquent un petit peu de référence en NBA, peut-être mis à part Elfrid Payton, qui a un petit peu plus de référence, mais faut le dire assez rapidement. Après, il y a aussi un poste d'arrière qui est en apparence surchargé, puisque qui est-ce que vous voulez privilégier entre Ellington, Dodson, Trier et Reggie Bullock? Là encore, c'est une petite question, on va s'en occuper dans cet épisode-là, je vais vous parler juste après. Sur le poste d'ailier, c'est un petit peu plus simple, puisque R.J. Barrett, choix de draft de l'été 2019, doit être privilégié, et Kevin Knox doit être développé. Donc à la limite, là, le plan, il est très 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 simple. Sur le poste 4, on a du bon joueur confirmé, hein, Marcus Morris, Taj Gibson, et évidemment celui qui s'est révélé du côté de la New Orleans, c'est Julius Randle, qui a signé un joli contrat avec les Knicks cet été. Et puis enfin, sur le poste de pivot, Mitchell Robinson partira, a priori, c'est officiel, avec le statut de titulaire, avec un Bobby Portis qui sera en embuscade, qui aura les dents longues et qui voudra à tout prix piquer la place de Mitchell Robinson, à n'en pas douter. Ok, donc là, m'occuper d'une petite rotation. Ce que je fais au tout départ, comme j'ai pas envie de privilégier certains à la place de d'autres, j'ai quand même dû juste éliminer le 14e joueur. Hein. Pour le moment, j'ai laissé Alonzo Trier de côté, mais les 13 autres vont avoir du temps de jeu. Alors évidemment, on va pas pouvoir donner 25 minutes à tout le monde, hein, très clairement. J'ai fait des petits choix, ils sont ce qu'ils sont, et c'est amené à évoluer, ça peut être discuté très très simplement. Ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait plutôt privilégier Smith Jr. par rapport à Elfrid Payton, tout simplement parce que Smith, les New York Knicks le voulaient vraiment. C'est quelqu'un qui a vraiment été souhaité. N'oublions pas d'où il vient. Il vient de Dallas au moment de l'échange avec Porzingis. Et au final, Smith, mis à part un tour de draft de Dallas, Smith, c'est la pièce maîtresse du trade qui envoie Porzingis à Dallas. Donc Smith, New York le veut vraiment, et donc je pense qu'ils peuvent lui donner un certain temps de jeu au détriment d'un Payton qui, même s'il a fait un passage pas vilain du côté des Suns puis de la New Orleans l'an dernier sur un contrat d'1 an, qui faisait un petit peu oublier ses années Orlando qui étaient quand même pas terribles, faut quand même l'avouer. Elfrid Payton, c'est quelqu'un, ouais, à qui on peut donner un petit peu on peut donner sa chance et dont on peut estimer il a pas un calibre de star, évidemment, mais c'est un joueur honnête de NBA et on sait plus ou moins ce qu'il peut donner. On n'a pas beaucoup de doutes. Après, il y a le cas de Frank Ntilikina. Frank Ntilikina, que je mentor ici avec Wayne Ellington. Ça, c'est plus un projet bah, qui doit aboutir. Dans la réalité, il y a peut-être fort à parier que les Knicks ont déjà cherché à l'échanger, mais n'ont pas eu réellement les offres qu'ils auraient pu attendre contre Nilikina. Maintenant, ça, c'est évidemment la réalité. Nous, dans le jeu, on peut se permettre de le faire jouer, par exemple, au poste 2. Je trouve que c'est abusé d'aller jusqu'au poste 3. Je me souviens de David Fisdale qui, en début de saison 2018-2019, avait comme ça déclaré à qui voulait l'entendre
que Frank Ntilikina pouvait tout à fait défendre au poste 3, etc. en NBA. Il fait un petit peu moins de 2 mètres. Je pense qu'il est un tout petit peu undersize pour le poste 3, surtout vu les match-ups qui sont proposés en NBA actuellement, avec une ligue qui est quand même dominée par les meneurs, certes, mais aussi par les ailiers. Donc, moi j'ai du mal quand même à imaginer un Frank Ntilikina défendre sur. On peut imaginer Paul George sur LeBron James, même si LeBron peut jouer en 4 assez souvent, sur Giannis Antetokounmpo, même si lui aussi peut décaler en 4. En fait, si en face le poste 3 c'est un poste 2-3, Frank il peut défendre dessus. Mais sinon, il faut pas non plus lui mettre n'importe qui en face. S'il lui rend 10 cm, c'est un petit peu délicat. Alors là, vous voyez, petite parenthèse dans la revue d'effectifs des Knicks, je fais un petit ajustement parce qu'en fait, le jeu, même quand on demande de démarrer un My League avec blessure, le jeu en fait n'a pas réellement prévu les vraies blessures. Et si vous rajoutez à la NBA réelle Durant, Cousins, Klay Thompson, John Wall, Nurkic et Victor Oladipo, vous n'avez pas la même ligue en fait. Et moi, je voulais quelque chose qui soit assez fidèle pour démarrer la partie. Après, il y aura des blessés, il y a des gens qui vont revenir de blessures, etc. Bon, on peut estimer que c'est quand même utile de remettre un petit peu les choses comme elles doivent l'être. Chose au passage qu'on n'avait pas pu faire en MyGM, c'est vraiment dégueulasse, honnêtement, parce que ça nuit à l'immersion. C'est pas agréable d'avoir un mode de jeu dans lequel on peut pas paramétrer certains éléments qui sont quand même assez essentiels. Et sur les images là du premier match des Knicks, du côté des Spurs en plus, entrée en matière face à une équipe qui peut largement viser les playoffs. Alors que pour moi les Knicks, c'est une équipe, je vous le dis honnêtement, je suis des LED de Mitchell Robinson qui va finir par faire faute, mais il y avait une match-up qui était beaucoup trop favorable à Aldridge. J'étais bien obligé de venir doubler sur la Marcus Aldridge. Pour moi, les Knicks, c'est une équipe qui doit pas aller au-delà des 25, 30 victoires maximum. Si dans la conférence Est, par exemple, ils arrivent à ramasser pas mal de matchs, ça peut aller jusqu'à 30. Mais regardez, dès qu'il y aura des confrontations face à une équipe de l'Ouest, est-ce que vous voyez une équipe de l'Ouest qui est a priori inférieure aux Knicks déjà? Donc si on raisonne comme ça, ça commence déjà avec 2 fois 14. Il y a déjà 28 matchs qui sont très difficiles à gagner. Et puis pour ce qui est des donc 84 moins 28, des 56 autres, donc les 56 qui vont avoir lieu à l'Est, à l'Ouest, à l'Est pardon, voilà. Les 56 autres, il y a quand même pas mal d'équipes à l'Est qui sont supérieures aux Knicks. Donc atteindre les 30 victoires, ça passerait quasiment par gagner un match sur 2 contre les équipes de l'Est, en tout cas pas en être trop loin, et ça me paraît délicat. Même à l'Est, c'est difficile d'envisager un bilan équilibré pour les Knicks, là, IRL. Après, dans le jeu, c'est encore une autre histoire, parce que dès qu'on prend la manette, on a moyen de gagner des matchs qu'on pourrait peut-être pas forcément gagner en simulation. Voilà, ça reste un jeu, c'est pas là pour refléter trop la vérité, bien évidemment. Faut pas forcer les shoots, monsieur Robinson, là, par mon intermédiaire. J'ai pas très bien joué sur ce coup-là. Pour être franc, heureusement, on se reprend en défense. Donc pour moi, les Knicks, plutôt, allez, 25. 20-25 victoires. J'en donne pas davantage. Parce que, et là on reprend la revue d'effectifs, le poste 2, même si moi j'ai mis un peu de Frank Ntilikina qui pourra occuper du poste 2 sans doute, évidemment, dans cette config. Pas évident en fait. Pas évident parce que le poste 2 il est occupé par des joueurs. Alors donc on a Alonzo Trier, qui est quand même un croqueur, faut quand même le dire. Trier, c'est un gros croqueur. Dodson, c'est un peu le même style, c'est un gros croqueur aussi. On a évidemment R.J. Barrett qui peut descendre de temps en temps au poste 2, y a pas de souci.
mais globalement, il y a vraiment beaucoup de croqueurs. Ellington peut être un vétéran qui apporte, mais est-ce qu'Ellington aura beaucoup de temps de jeu? C'est une vraie question. Est-ce que la rotation des Knicks, elle sera à 13 comme ce que j'ai fait là? On peut en douter, il y a peut-être des gens qui seront DMP pas mal de fois, quoi. Hein. On peut se demander aussi, outre l'argent, qu'est-ce qu'il peut attendre à un Reggie Bullock du côté des Knicks, hein, puisqu'il a signé un contrat qui est plutôt pas dégueulasse, mais il n'y a pas que l'argent, il faut aussi voir ce que le mec peut récupérer comme minute hein, aussi dans le lot. Donc poste 2, allez, quand même sous-calibré par rapport à la NBA, hein, très très clairement sous-calibré. Surtout que ça s'accompagne d'un poste 3 sur lequel vous pouvez décaler Marcus Morris par moment, mais Morris c'est plus le mec qui va jouer en poste 4 hein, en NBA actuel. Poste 4 qui est plus blindé hein, du côté des Knicks, poste 5 qui est pourvu aussi, mais poste 3, au final vous avez Barrett, si vous ne voulez pas le faire jouer en 2, et vous, admettons-le, hein, et vous avez Kevin Knox, et puis c'est un peu juste, vous pouvez décaler des postes 2, un Bullock peut aussi jouer en 3, mais pour moi il y a un poste 3 du côté des Knicks là, en début de saison 2019-2020, qui est quand même plutôt faible, là encore, parce que RJ Barrett, même si on peut l'aimer et tout ça, mais j'ai rien contre lui, au contraire, j'ai hâte de découvrir ce joueur en NBA, parce que entre ce qu'on voit à l'université et ce qu'on voit en NBA, il y a toujours un monde, on sait. Bonne défense là, très très correcte défense. Donc, voir ce que RJ Barrett peut proposer, mais ça va croquer copieux, encore une fois. Là, ça va être peut-être ressemblant à l'année dernière, c'est-à-dire qu'on aura encore une fois une équipe des Knicks qui jouera peut-être par séquence, de manière collective, ça peut être intéressant. L'équipe peut aussi se retrouver très très souvent dans du hero ball, dans chacun qui cherche à tirer son épingle, qui cherche à briller. Il y a toujours l'histoire dans la tête des joueurs, il y a toujours l'histoire des contrats, il y a toujours l'histoire d'attirer l'attention. Les stats, on sait à quel point les agents ont un rôle un peu nocif, dans le sens où ils vont plutôt inciter leurs joueurs à faire des stats, à défaut d'être dans une équipe qui gagne, en l'occurrence là, en la circonstance, faire des stats pour pouvoir postuler à de meilleurs contrats. Donc voilà, tout ça, c'est un peu délicat. Après, il y a les postes d'intérieur hein, qui sont pas mal. Hein. Tu peux prendre un vétéran comme Taj Gibson, avoir même un Bobby Portis qui a beaucoup de choses à prouver, même si justement il peut être aussi avoir la tentation de croquer, hein, comme j'en parlais, jouer un peu pour sa gueule. Mais pour entourer le Mitchell Robinson, qui est quand même vraiment quelqu'un en qui on peut croire, ben ça peut être super sympa. Honnêtement, ça peut être super sympa. Mais encore une fois, allez, ça sent quand même les déconvenus hein, pour les Knicks. Moi, j'attends avec impatience le moment où Fisdale soit nous montrera autre chose que l'an passé, soit sera remplacé parce que honnêtement, sa première année au Knicks n'aura vraiment pas été flamboyante. On peut dire qu'il n'est pas aidé par plein de choses, mais il reste quand même pas mal de fois des choix tactiques qui sont hyper discutables. Pour ceux qui regardent les matchs, si vous êtes comme moi, vous tapez la tête contre votre clavier quand vous êtes sur le League Pass avec les Knicks la saison dernière. C'était vraiment... à des moments, on avait juste envie de changer de match tellement c'était horrible. Pourtant, on peut aimer cette équipe, quoi. Hein. Donc, vraiment, Fisdale a vraiment autre chose à montrer. Il n'y a pas que les joueurs qui ont des choses à prouver. Et puis, il faudra voir un peu, voilà, comme ça, si, à l'image de ce qu'on peut avoir là en ce début de match, il y a des moments de chaleur un peu pour ces New York Knicks, des moments où au final les shooters, c'est à Ellington, à Reggie Bullock, c'est à RJ Barrett qui va avoir beaucoup de shoots, qui va prendre beaucoup de shoots, c'est une évidence. C'est quelqu'un qui va avoir le ballon, c'est quelqu'un qui va créer son shoot, qui va pas mal manger. Hein. Ça se sent venir, hein. Surtout dans une équipe encore une fois avec cette configuration là. Donc ça va être intéressant, mais j'aimerais vraiment que ça ne vire
pas au grand n'importe quoi assez rapidement comme on pourrait le craindre. Voilà. Donc, vous voyez là, on a en plus de la réussite en ce début de match. C'est assez sympa. Donc forcément, qui dit réussite, bon, il y a aussi un petit oubli là quand même. Hein. Là, j'avais l'impression que mon Robinson, là, il avait les pieds collés dans le béton pour démarrer sur la pénétration de Delinelli. Donc voilà, c'était un peu délicat. Mais après, quelle stratégie va être la mienne là sur ce My League? Je vais pas jouer trop de matchs déjà dans cette première année. L'idée c'est quand même d'essayer de pas trop fausser le bilan de l'équipe. Donc je vais simuler pas mal. Je vais simuler un paquet de matchs, histoire de voir un petit peu en Sphira au stade qui apparaissent, qui a un bon PER hein, sur les stats avancées aussi. Hein, la magistrale de Not in My House, Donovan Mitchell. Et derrière il y a aussi un Get Back signé Jakob Polt pour répondre un petit peu à ça. Vous voyez que la défense encore une fois de Smith avait été plus que suspecte sur Murray. Ok, faut savoir que Smith, j'avais une fois eu au moment du transfert, au moment du trade Porzingis, etc. contre Smith, David Jordan et compagnie, on s'en souvient, en février, je m'étais un peu penché sur les stats avancées de Smith Jr. depuis qu'il est en NBA. Ça faisait donc environ 1 an et demi qu'il était en NBA et Dallas lui donnait du temps de jeu. Hein. Pas dire que ce soit quelqu'un qui a eu 15 minutes par-ci. Non, pas du tout. Smith, c'est quelqu'un qui démarrait les matchs titulaires, qui était vraiment... voilà, on lui filait des occasions. Hein. Et à l'arrivée, voilà, je vais ajuster un peu la difficulté parce que j'ai l'impression que le All-Star, c'est trop facile. Je vais passer à 51 parce qu'en fait vous avez vu Superstar vous avez plein de réglages qui sont à 52 et en All-Star c'est à 50. Donc en attendant de passer en Superstar, parce que je m'habitue encore un peu au jeu, là on est encore fin septembre, en attendant le passage en Superstar, je crée un niveau intermédiaire entre le All-Star et le Superstar. On s'occupe de l'IA, on s'occupe de l'utilisateur, voilà. Donc Smith, c'est aussi quelqu'un, voilà. Moi je vais le regarder de près, parce qu'encore une fois on a pas mal de doutes sur ce que peut donner ce garçon. On sait que c'est plutôt un bon slasher, hein, c'est quelqu'un capable de pénétration plutôt intéressante. Il est physique, il est capable d'aller au cercle. En revanche, c'est un piètre shooter, soit à mi-distance ou à 3 points. Ça n'est pas un bon shooter, Smith. C'est un des joueurs, c'est terrible à dire, sur l'année et demie, donc là c'est casse-croûte, hein, sur l'année et demie qu'il a passé en NBA avant d'aller aux Knicks, et ça ne s'est pas arrangé depuis. Donc du côté des Mavericks, il avait passé une année et demie. Bah écoutez, il avait passé une année et demie à croquer en long, en large, en travers. Vous voulez une preuve? Très simple. Un des pires, je crois que c'était le 3e pire ratio passe décisive turnover. Ok, vous pouvez imaginer éventuellement que le gars soit pas spécialement un passeur. Ok, bah alors on va sortir une autre stat dans ce cas-là. On va parler du PER. Le PER, normalement, ça met un petit peu tout le monde d'accord. Il y a aussi le plus-minus, le box plus-minus qu'on peut aussi utiliser. Bah écoutez, c'est simple. Parmi les titulaires meneurs en NBA qui avaient au moins, je crois, 28 minutes de moyenne de temps de jeu par match, Smith Jr. était le pire meneur de la ligue. Tout simplement quand on confrontait le PER, je crois que c'était le pire, le PER, et le box plus-minus. Donc écoutez, Smith, il a quand même encore pas mal de choses à prouver, c'est quand même le moins qu'on puisse dire. C'est pour ça que c'est pas interdit de penser qu'à terme, quelqu'un qui est un peu plus gestionnaire, qui a un petit peu plus la tête sur les épaules, comme Elfrid Payton, et qui est quelque part un petit peu plus fiable, puisse lui piquer le poste de titulaire du côté des Knicks. Hein. En tout cas, ouais, alors là c'est Salem qui s'amuse à exécuter un système et qui fout le pied en touche. Ça c'était quand même... Je l'ai pas coupé, parce que quelque part c'est honteux, mais je l'assume. Donc voilà, ça faisait partie des petits ratés. L'occasion de dire un mot sur les systèmes.
qui existe dans le playbook des Knicks. Nice D, hein, nice D. Vraiment super défense là sur DeRozan, ça a été du gruyère absolu. Je crois que c'était signé R.J. Barrett. Hein. Donc au niveau des systèmes, un premier truc qu'il faut faire juste après ce match-là, c'est modifier le playbook. Parce que dans le playbook des Knicks, tout ce que je lance, ça fonctionne pas. Donc il va falloir aller chercher nos petits systèmes de référence, là, ceux que j'avais pu collecter sur NBA 2K18, dont je vous avais parlé, 19, pardon, dont je vous avais parlé pour certains en long, en large, en travers, en détaillant dans des épisodes spéciaux du playbook, etc. Il va falloir aller rechercher tout ça pour installer des systèmes en punch pour nos intérieurs, aller chercher aussi des systèmes en floppy qui peuvent comme ça libérer des shooters sur des sorties d'écran, hein, des trucs assez simples, mais au final pouvoir proposer autre chose que du tir à 3 points derrière un écran, par exemple, comme je viens de le faire là ou comme je l'avais fait tout à l'heure. Bref, créer du mouvement, avoir un jeu un peu poil plus élaboré, utiliser par exemple nos bons poseurs d'écran. Parce qu'il y a des bons poseurs d'écran dans cette équipe. Hein. Randall, ça pose des écrans assez propres. Mitchell Robinson, ça pose de très bons écrans. Et c'est pas tout. Donc au final, il y a vraiment à faire. Hein. Vous voyez, par contre, R.J. Barrett, offensivement, il est capable de fulgurance. Il est capable de faire des super jolis trucs. Mais encore une fois, bon, le projet, il est long terme. Hein. Et pour moi, ça rejoint vraiment la réalité. Hein. C'est pour ça que je vous parlais de 20-25 victoires en 2019-2020 pour les Knicks sur la saison régulière, parce que ça va être un petit peu comme d'autres équipes. On pourrait mentionner les Cleveland Cavaliers, on pourrait citer quelques équipes qui sont dans ce cas-là, lequel, tout simplement le cas où la saison régulière va être un long casting pour les joueurs sous contrat, avec évidemment certains qui ont encore un contrat l'année prochaine et d'autres qui évidemment arrivent en fin de contrat. Donc là, ce sera plus simple, il y aura des choix à faire, mais le club ne sera pas contractuellement lié. Un long casting pour savoir qui fera partie de l'aventure, puisque les Knicks cherchent à construire, je l'espère, sur le long terme, une équipe qui puisse un jour permettre de revoir les playoffs dans un premier temps et puis avancer en playoffs dans un deuxième temps. Donc sur qui est-ce que cette équipe va pouvoir compter? Moi, comme ça, spontanément, je dirais Mitchell Robinson, premier nom qui me vient à l'esprit. Très probablement Julius Randle, qui a prouvé qu'il était un super joueur, tout simplement. Il y a de quoi se mordre les doigts hein, pour les Lakers, même si on sait qu'il y avait d'autres problématiques qui rentraient en jeu au moment où il n'a pas été re-signé en partant à la New Orleans. Il y avait quand même des histoires de libérer du cap, etc., pour pouvoir entourer le Brun. C'était pas si simple que ça, hein, mais grosso modo, Julius Randle, quand même une énorme perte pour les Lakers sur le long terme, parce qu'au final c'était un joueur qui était quand même assez précieux. Donc pour moi, Robinson, Randle, je suis convaincu qu'il faut donner du temps et faire de la place, si besoin, pour l'ami R.J. Barrett. Ça paraît assez clair. Je suis pas convaincu que Kevin Knox fasse partie de l'aventure sur le long terme. De la même manière que du côté des arrières, pour moi, il n'y en a aucun qui incarne l'avenir. Donc ni Ellington, ni Trier, ni Bullock, ni Dodson. Voilà, Dodson qui prend un shoot là en sortie d'écran. Donc aucun de ceux-là me semble avoir le profil qu'il faudra trouver un arrière. Hein, ce sera vraiment un de mes objectifs. C'est nouveau, hein, ces petites fautes là, vous avez vu, petit changement dans l'arbitrage. Faute loin du ballon, un lancer franc, un peu comme un lancer franc technique en quelque sorte. Donc ensuite il y a le poste de meneur, et pour moi le poste de meneur c'est aussi un énorme chantier. C'est un énorme chantier dans le sens où je pense que ni Elfrid Payton, ni évidemment Smith, et ni probablement Nilikina qui n'aura pas le temps de s'installer, pas assez de minutes, et à qui on pourrait vraiment souhaiter de trouver une équipe qui a vraiment besoin de lui et qui va vraiment lui faire confiance. Je pense qu'aucun des trois ne représente réellement l'avenir des Knicks au poste 1.
Donc, au final, en fait, c'est un immense chantier. La saison 2019-2020, elle va, je l'espère, permettre aux 3 joueurs que j'ai cités là, Randall, Robinson et, euh, et le Canadien RJ Barrett, de s'affirmer, de montrer encore plus qu'ils sont capables d'apporter au long terme. Mais au final, pour le reste, ça va être vraiment long et douloureux, quoi. Donc j'ai joué quelques matchs. En voici un deuxième. Du côté de Brooklyn, donc privé de Kevin Durant, puisque j'ai mis les blessures à jour, je l'ai montré un petit peu vers le début de l'épisode. Et à noter, un très joli parquet sur NBA 2K pour les Brooklyn Nets. Je trouve que c'est super stylé. Le petit, en fait, c'est rigolo parce qu'on croirait presque qu'on est en noir et blanc. Imaginez une équipe qui joue en noir contre l'autre qui joue en blanc. Là, vous avez vraiment l'impression d'être venu à la télévision d'avant. Non, blague à part, super stylé là, ce parquet gris là, vraiment super classe. Et du côté de Brooklyn, c'est sûr que sur NBA 2K, c'est franchement pas la même force d'équipe. Les Spurs étaient quand même, de toute façon, souvent ils ont un déficit en termes de qualité athlétique, les Spurs. Au contraire de Brooklyn Nets, qui eux sont pas mal du tout déjà. Ils ont annoncé avant les camps d'entraînement, pour avoir un petit peu ce qui émerge là dans les jours à venir, mais ils ont annoncé déjà que Jarrett Allen pourrait avoir des minutes qui seraient à côté de Dede Jordan. Donc ça ferait donc les deux qui jouent avec Jarrett Allen au poste 4. Et c'est vrai que cette combinaison là comme ça de DD2, c'est juste injouable. Juste injouable, je me suis fait désosser. Robinson il a fait un match de merde. et j'ai pas compris grand chose à ce qui se passait. Pour dire même Kyrie Irving, il a même pas eu besoin de forcer son talent. Et tiens, en parlant de Kyrie Irving, donc le match suivant, c'est contre les Boston Celtics. Celui-là est plus intéressant parce que déjà on joue une équipe qui est, ça fait bizarre de dire ça, mais moins forte à ce que j'ai vu. Ou alors c'est juste que j'étais très mauvais, un petit peu comme Dennis Smith Jr. là sur cette passe. Peut-être j'étais spécialement mauvais face aux Nets, mais j'ai trouvé vachement plus facile de jouer contre les Spurs ou même les Celtics que contre les Nets. Voilà, c'est amusant. Et il n'y a pas Kevin Durant. Et vous avez vu, c'est amusant, on peut contester une décision d'arbitrage. Bon, je me suis amusé là pour une sortie en touche, mais juste pour voir ce que ça peut donner. Alors du coup, en fait, ils revoient l'action et puis ils vous disent, là par exemple, voilà, décision confirmée. Bon, moi j'ai pris le temps mort dans la foulée. Mais je trouve ça super rigolo que le jeu ait intégré un truc pareil. On a toujours un festival de Dennis Smith. Le pauvre, je le charge. Je suis un peu dur avec lui. C'est un joueur en fait que j'aimais beaucoup à son apparition, à son arrivée en NBA. Il me plaisait bien. Je trouvais qu'il avait un profil assez excitant et c'était vraiment quelqu'un que j'avais vraiment envie parfois de prendre dans mes parties. En tout cas, ça donnait vraiment envie de jouer avec. Et depuis sa deuxième année là, depuis en fait que Luka Doncic était arrivé des Dallas Mavericks, en fait Dennis Smith Jr. il a disparu. Il a disparu de mon cœur de joueur NBA 2K. Allez bam, envoie encore un parpaing, je te dirai rien. Cette fois-ci il est signé Elfrid Payton. Décidément, poste de meneur quand même, c'est un peu déconné. Mais donc voilà, Dennis Smith pour moi au final en slasher c'est un petit peu limité, surtout parce que vous pouvez pas être un très bon slasher si vous ne représentez pas une petite menace quand même sur vos adversaires, parce que qu'est-ce qui va se passer concrètement au basket, votre défenseur, si vous êtes un bon shooter, est obligé de monter en fait. Il est obligé de réduire la distance entre lui et le shooter. Et si le mec en fait on a envie de le laisser shooter parce qu'il ne présente pas une menace, à ce moment-là on va garder un tout petit peu plus de distance, comme ça on peut mieux défendre sur les drives, sur le tentative de pénétration. Et en gros le slasher pur il est forcément contrarié par
par une défense intelligente en tout cas. Et c'est vrai que Dennis Smith, moi je lui reproche d'être pas un vrai meneur, d'être pas spécialement bon à la passe, de ne pas être assez bon en shoot pour représenter une menace. Ça va être toujours l'histoire de la triple menace, hein. Toujours cette histoire-là. Hein. Vous avez la balle en main comme ça, alors shooter, passer, ou partir en dribble, par exemple. Donc voilà, là, on a vu l'exemple d'une triple menace parfaite, incarnée par R.J. Barrett, et c'était pour l'égalisation. Et on va aller en prolongation. Grâce à ça, c'est un match plutôt amusant à jouer. Là, j'ai tenté un truc un peu fou, hein, je le reconnais. Parce que Mitchell Robinson, comme ça, sur un shoot à mi-distance, pas très éloigné de la ligne à 3 points, c'est un peu difficile. Mais en fait, je voulais tenter. Je voulais tenter en essayant d'avoir un bon timing de shoot. Et puis en fait, bon, heureusement, il y avait Julius Randle, un peu l'homme de ce match, hein, à la récupération pour aller dunker rageusement. Il y a comme ça ensuite certaines séquences où on va défendre dignement. Et ça fait super plaisir. Quand on défend dignement, normalement, ça inclut la prise du rebond. C'était pas le cas sur ce coup-là. Le match aura quand même été une domination au rebond pour les Knicks, mais avec comme ça donc quelques petits rebonds lâchés, des shoots ouverts, ratés. Écoutez, je crois que ça finira à 2 sur 10 à 3 points là sur 85 minutes. Donc assez pitoyable, mais vous voyez, j'ai fait rentrer Frank Ntilikina là sur la fin pour défendre sur Kemba Walker. Alors là, il y a eu un petit écran qui a fait qu'on avait changé de défenseur, mais le step-out de Robinson était plus qu'intéressant. Et on va se retrouver comme ça avec un ballon pour la gagne. Un ballon pour la gagne. On va donner la balle à qui? À Julius. Et là, je fais une petite feinte en fait. C'est un peu chanceux, hein, mais je fais une petite feinte avec la prise d'écran. En fait, il y a Mitchell Robinson qui vient comme ça poser un écran. Et du coup, le défenseur, on est dans un jeu. Un défenseur s'écarte légèrement sur les poses d'écran. Et de ce fait, Randle il a le chemin jusqu'au cercle et derrière, on arrive à défendre les 7 dixièmes de seconde. Du coup, c'est une victoire. Bon, totalement improbable IRL à mon avis, même si je vois pas des énormes Celtics en cette saison 2019-2020. J'adore cette équipe, mais je la vois pas énorme pour une super bonne raison. C'est que Kemba Walker, je fais pas partie des gens qui y croient vraiment du côté de Boston. Je pense pas que ce soit opportun d'avoir recruté ce joueur. Et bon, voilà. Perte de Al Horford, Walker, ça restera toujours inférieur à Irving. Et à côté, vous avez Tatum, Brown, Smart, avec lesquels il va falloir faire des choix. Il va falloir un peu partager les minutes. À l'intérieur, c'est faible. À l'intérieur, c'est faible quand votre rotation, c'est Kanter, Poirier, Williams. J'en oublie un ou deux, mais c'est pas Theis, voilà, Daniel Theis. C'est faible en NBA d'avoir ça comme secteur intérieur. Donc pour moi, on va au devant d'une énorme déception, hein, pour les Celtics, hein, je le dis en passant. On en reparlera en quelques temps, hein, j'ai prévu d'en reparler, mais bon, voilà. Donc au final, premier épisode s'achève là avec les Knicks. Si vous voulez que j'ajoute une équipe, vous n'hésitez pas. Il va y avoir encore des petites choses à faire. De toute façon, on joue vraiment sur la durée avec cette équipe parce que je voudrais surtout pas gagner trop vite ou arriver même en playoff. Là, ce serait ridicule. Donc pour moi, les Knicks, là, ça n'ira pas en playoff. Donc je vais simuler un max de matchs après avoir joué quelques petits matchs pour s'amuser, pour prendre un petit peu la température du truc. Et donc, on va essayer d'avancer relativement rapidement. Je vous dis à plus pour un nouvel épisode. Bye bye.